et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Urgence Santé consacré aux AVC dont la morbidité n'est plus à démontrer. D'où ces questions, qu'est-ce qu'un AVC, comment le reconnaître, quels sont ses facteurs de risque et peut-on le prévenir? Avec nous sur ce plateau, le docteur Bakoudissa Rolf, neurologue à l'hôpital général de Louandili, pour en parler. Moi, je suis d'abord chez les Coréens. Moi, j'ai un AVC. J'étais d'abord chez les Coréens. Après les Coréens, je suis venu ici. J'ai eu le témoignage d'un ami qui m'a dit non, c'est rien, tu vas marcher. Le pied là ne fonctionnait pas. Le bras là ne fonctionnait pas, c'était carrément fermé. Mais j'ai trouvé quand même un peu ma santé ici. C'est grâce à M. Albert que j'ai pu avoir la vie sauve. Bon. Oh, ça fait un an. S'il faut partir, ça fait un an. La fin du mois, ça fera une année. Au vélo, plus l'escalier, et tout ce que vous voyez ici, là, j'ai pratiqué ça. Non, c'était pas facile. Le vélo était difficile pour moi. Le premier jour, je n'ai pas pu monter sur un vélo. J'ai pas pu. J'ai des amis qui montaient, qui tout allait bien. Bon, voilà. Moi, quand je suis venu ici, je n'avais pas de voix. Hein. C'est maintenant que j'ai récupéré ma voix. Voilà. Moi, je monte maintenant le bus moi seul. Je marche et tout. Mais avant, je ne marchais pas. C'est grâce aux enfants. Sinon, maintenant, je marche maintenant sans enfants. Je peux aller chez le tailleur, je peux aller chez un cordonnier, je peux aller chez un électricien. Bon, voilà. Docteur Bakoudissa Rolf William, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'émission Urgence Santé. Vous êtes neurologue à l'hôpital général de Louandili. Alors merci de nous avoir consacré de votre temps ce soir pour parler des AVC, un sujet, une pathologie dont la gravité n'est plus à démontrer. Docteur, d'emblée, qu'est-ce qu'un AVC? J'aimerais d'abord tout d'abord commencer par vous dire merci. C'est un honneur que vous nous faites de passer sur votre plateau et d'édifier la population qui jusqu'à aujourd'hui ignore les accidents vasculaires cérébraux et qui sont des pathologies. C'est une pathologie qui n'est pas si petite que ça, c'est une pathologie très grave. Et ce qui fait sa gravité, c'est le fait que ça constitue la première cause de l'handicap acquis, surtout chez les sujets jeunes, mais aussi la deuxième cause de mortalité de par le monde. Donc, vous voyez que même le VIH ne fait pas partie des 5 premiers. Et ensuite, c'est la deuxième cause de démence chez les sujets âgés. Alors, c'est quoi un AVC? On va faire simple. Oui, simple, pour aider la population à comprendre. A égale accident, ça veut dire que tout ce qui survient de façon brutale, imprévisée, inattendue, et cela concerne les vaisseaux. Donc V pour vaisseau, qui dit vaisseau dit tuyau. Et c'est quels tuyaux? Ce sont des tuyaux qui apportent le sang au niveau du cerveau. Donc le C, c'est cérébral. En résumé, un accident vasculaire cérébral, c'est un accident qui survient sur les vaisseaux qui ont pour rôle d'apporter le sang au niveau du cerveau. Et quelles en sont les causes, docteur? Alors, comme je viens de dire dans la définition, il s'agit du sang et des tuyaux. Or, le sang, les tuyaux, ils ont pour chef le cœur. Le cœur a pour fonction d'assurer, d'apporter en fait le sang nécessaire pour oxygéner le cerveau. Donc, les étiologies, on va les caricaturer en 3 grands groupes. Nous avons les pathologies du cœur, ensuite les pathologies des vaisseaux, des artères, et les pathologies du contenu, c'est-à-dire que du sang lui-même. Alors, les pathologies cardiaques sont des pathologies qui sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement de la contractilité cardiaque, ce qui va donner donc la formation, en fait, je prends un exemple, un cœur qui ne se contracte pas, vu que le cœur, c'est une pompe, le sang qui est là-dedans, va se stagner, et si ça se stagne, le sang a la propriété de former des caillots. Donc, à la prochaine contraction, ce sang stagné, former les caillots, va quitter le cœur pour circuler à travers les artères et ensuite aller boucher un peu au niveau du cerveau. Donc, comme deuxième groupe
responsable donc, des accidents vasculaires cérébraux, c'est toute pathologie qui entraîne l'épaississement de la paroi artérielle. On peut citer par exemple les vascularites, mais on a aussi ce qu'on appelle par l'athérosclérose, c'est-à-dire dépôt de la graisse au niveau des artères, les artères qui apportent le sang au niveau du cerveau, et en ce moment, ça réduit la lumière. Quand ça réduit la lumière, eh bien, le cerveau ne peut plus recevoir la quantité de sang qu'il faut, eh bien, le cerveau commence à souffrir. Et troisième cause, c'est lui-même le sang. Dans les causes liées au sang lui-même, vous avez par exemple la drépanocytose. Les drépanocytaires ont souvent cette particularité où les cellules du sang se déforment en forme de lune ou encore de croissant de lune, et ensuite ça s'agrègue et ça forme des caillots. Quand ça circule dans les tuyaux, ça peut aller boucher quelque part. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, docteur, puisque vous êtes là pour nous édifier, pour aider notre sensibilité, notre compréhension, on entend souvent parler de thrombose. C'est quoi la thrombose dans cette question d'AVC? Effectivement, il faut dire que les accidents vasculaires cérébraux, on en a deux grands groupes. Il y a des AVC ischémiques et les AVC hémorragiques. On aurait dû d'abord commencer par là avant de parler des étiologies, parce que là, ce que je viens de citer comme étiologie, il s'agit des AVC ischémiques. Ischémique, c'est quoi? Ça veut dire que l'artère a été bouchée par un caillou. Et l'autre, AVC hémorragique, ça veut dire qu'il y a apparition du sang dans le tissu cérébral à partir d'une artère qui s'est fissurée, s'est rompue, et puis le sang apparaît au niveau du tissu cérébral. Alors, c'est quoi une thrombose? Je pense que c'est clair. Oui, une thrombose, c'est un caillot de sang qui va obstruer une artère. C'est-à-dire qu'il va boucher une artère. Boucher une artère. Alors, vous l'avez dit, hein, les AVC surviennent de façon brusque, de façon inattendue. Alors, comment le reconnaître? Quels sont les signes et quels sont les symptômes? Alors, il y en a plusieurs. Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord l'AVC égale brutalité. Donc, tout signe neurologique, focal, qui survient de façon brutale, peut faire évoquer un AVC. C'est-à-dire, quelqu'un qui était bien potent, un matin se réveille, ou encore en pleine activité, il perd l'usage de sa main, de son pied, du même côté. Ça peut faire évoquer un accident vasculaire cérébral. Quelqu'un qui, initialement ou avant, n'a jamais porté les lunettes parce qu'il voit bien, tout ça, brutalement, il a une amputation du champ visuel. D'un côté, il ne voit plus. Il faut penser à un accident vasculaire cérébral. Quelqu'un qui parle comme je parle aujourd'hui, et je parle d'abord beaucoup, et un matin, comme ça, vous me trouvez, je n'arrive plus à prononcer les mots, ça survient de façon brutale, il faut penser à un AVC. Quelqu'un qui n'a jamais souffert de maux de tête, même quand il souffre de maux de tête, un jour, il fait des maux de tête, des céphalées, avec une intensité insupportable, penser à un accident vasculaire cérébral. Alors, docteur, s'agissant des personnes, quelles sont les personnes habilitées à développer des AVC? Alors, les accidents vasculaires cérébraux, là, on revient sur ce qu'on appelle par les facteurs de risque. Même chez les enfants, on trouve des accidents vasculaires cérébraux. Vous êtes en train de dire qu'un enfant peut développer un AVC? Un enfant peut développer un accident vasculaire cérébral. De quel âge, cérébral. docteur? Ma mémoire n'est pas trop fraîche. Tout récemment, j'ai reçu à l'hôpital général de Lwandjili, comme ailleurs aussi, un enfant qui était âgé de 8 ans. 8 ans? 8 ans, qui a fait un AVC. Nous avons cité la drépanocytose. Mais la drépanocytose, même assez, je veux dire, à 1 année, 2 ans, 3 ans, on vit avec. Donc, il n'y a pas d'âge vraiment défini pour dire que, par exemple, comme j'ai 3 ans, je suis épargné de l'AVC, non. Alors, on revient sur la question des facteurs de risque. Les facteurs de risque, il y en a plusieurs. C'est vrai, on a parlé de l'âge. Mais avant, pour les hommes, à partir de 55 ans, c'était un âge à risque pour pouvoir faire un accident vasculaire cérébral. Mais de temps en temps, on voit que cette limite d'âge revient un peu plus vers les jeunes. À partir de 45 ans, on peut faire un accident vasculaire cérébral. Là, je parle des adultes, je ne parle pas des enfants. En dehors de l'âge, nous avons l'hypertension artérielle. Alors, celui-là, il est à la fois un facteur de risque
pour les AVC aussi bien ischémiques, c'est-à-dire artères bouchées, ou encore de l'AVC hémorragique, artère rompue. Vous avez le diabète. Vous avez la consommation d'alcool, notamment la consommation excessive d'alcool. Vous avez des personnes qui fument. Vous avez même chez les jeunes filles qui prennent des contraceptifs oraux. Et voilà, ceux-là peuvent développer les accidents vasculaires cérébraux. Il faut ajouter ceux qui ont de la mauvaise graisse, c'est-à-dire l'hypercholestérolémie. Alors, ces facteurs de risque, il faut les prendre dans deux grands groupes. Il y a des facteurs qui sont modifiables et les facteurs qui ne sont pas modifiables. Ceux que je viens de citer sont des facteurs modifiables. On peut modifier en agissant à un certain niveau. Mais par contre, ceux qui ne sont pas modifiables, je prends un exemple, je suis issu d'une famille, même si je change mon acte de naissance, mais le sang que j'ai reçu de mes parents, il reste là, il coule. Donc vous parlez là de l'hérédité. De l'hérédité, c'est-à-dire, si vous avez dans votre famille un parent qui souffre ou qui a souffert de l'hypertension artérielle, eh bien, du fait que vous êtes lié par le lien de sang, vous êtes prédisposé vous êtes prédisposé effectivement à pouvoir faire des accidents vasculaires cérébraux. Ça, ce sont des facteurs qu'on ne peut pas modifier. Donc, j'ai cité les facteurs modifiables parce que c'est sur ces facteurs que nous allons agir pour éviter que nous fassions des accidents vasculaires cérébraux. Alors, parlons de la sédentarité. Est-ce que la sédentarité aussi peut prédisposer à un AVC? Effectivement, c'est juste un facteur que j'ai certainement oublié. Ça fait partie des facteurs qui prédisposent à la survenue des accidents vasculaires cérébraux. Alors, j'aimerais revenir sur l'hypertension, docteur, parce que c'est là où le bas blesse. Quelle est la tension, on va dire, minimale, hein, si vous voulez, normale? On entend généralement dire que cette personne a fait 16 de tension, elle a développé un AVC, pour d'autres c'est 24, pour d'autres... On ne comprend pas trop au sujet de cette hypertension, docteur. Alors, on parle de stade 1 déjà à partir de 140 de pression artérielle systolique. Donc, si vous avez déjà une pression artérielle qui est déjà à 140, vous êtes déjà dans la zone orange. Quand vous dites 140, vous voulez parler de 14, c'est ça? 14, effectivement. Il faut faciliter la compréhension voilà, de la population. Puisque sur le mano, c'est donné en millimètres de mercure, donc 14 ou 140. Voilà. Alors, si vous êtes en dessous de 140, eh bien, c'est la meilleure des tensions. Que vous soyez à plus de 140, c'est-à-dire 150, que vous soyez à 220, eh bien, le risque est toujours là. Donc, le mieux pour vous serait que vous ayez une tension en dessous ou à la limite proche de 14. Vraiment, docteur? Oui. Alors, venons-en au diagnostic. Est-ce que les signes évoqués en amont peuvent suffire pour poser le diagnostic d'un AVC? Non. Les signes sont d'un grand intérêt sur l'orientation, comme on a dit, l'orientation du diagnostic. Mais la confirmation d'un accident vasculaire cérébral, c'est sur le scanner ou encore l'IRM. Ce sont les deux grands examens. Les deux grands. Et il y a des signes parfois qui se résorbent. Doit-on aussi se fier à ces signes-là? Alors, là, on fait intervenir la notion de l'accident ischémique transitoire. Alors, c'est quoi un accident ischémique? Ce qu'on appelle en jargon médical l'AIT, c'est cela? L'AIT, c'est bien ça, merci madame. Alors, un AIT, c'est un épisode neurologique déficitaire qui survient de façon brutale, mais dont la cause est présumée d'être une ischémie cérébrale ou rétinienne. Ces symptômes régressent dans un délai plus ou moins de 1 heure, sans laisser de séquelles. Wow. C'est-à-dire, docteur, prenez des illustrations. C'est-à-dire, je suis en train de travailler avec mes amis et d'un but en blanc, bouf, je sens comme si ma main, mon pied et l'hémipasse, c'est-à-dire une partie de ma face, ne m'appartient plus. C'est un peu engourdi ou carrément paralysé. On ne sent plus je rien. Ne peux plus utiliser ma main. Ça commence, par exemple, à 10 heures. Et voilà, je cours ou je reste à la maison, on peut dire comme ça. 1 heure après, tout est revenu en ordre. À la normale. Ça peut faire évoquer un AIT. Mais encore, pour que ça soit un AIT, il faut faire une imagerie. Il ne s'agit pas d'un scanner. Il s'agit de faire une IRM.
avec des séquences appropriées. Et ce sont ces séquences-là qui vous diront que oui, c'est vrai que vous avez une paralysie. Cette paralysie a régressé dans un délai maximum de 1 heure. Mais nous, à l'IRM, on n'a pas trouvé de lésions pouvant expliquer cette paralysie. Donc, en un mot, ces genres de signes ne doivent pas être ignorés. Ah non, au contraire, c'est grave si vous ignorez ces signes. Pourquoi? Parce qu'un AIT, on a dit que ça régresse le déficit. La paralysie régresse. Le trouble de langage régresse. Les troubles de la vision régressent. Dans un délai de 1 heure. Encore, ce délai a été revu. Parce qu'avant, ça partait jusqu'à 24 heures. Ouais. Et depuis 2002, si j'ai bonne mémoire, cela a été revu à la baisse avec l'avènement de l'imagerie. L'imagerie, l'IRM, qui nous aide maintenant aujourd'hui de mieux voir des choses au niveau vasculaire et cérébral. Donc, lorsque vous avez un patient, vous avez un parent, vous avez un proche qui manifeste ces symptômes, vous êtes rendu à l'hôpital, vous le médecin, vous devrez faire extrêmement attention. Pourquoi? Parce que la littérature dit que ce patient qui a eu un déficit qui a régressé dans la semaine, les 7 jours qui suivent, son risque de développer un AVC constitué est de 10%. De 10%. Voire 95% de cas des AVC, ils sont précédés par des signes qui régressent. Plus vous traînez, eh bien, vous mettez en péril votre cerveau. Donc, quand vous avez des manifestations pareilles, du genre déficit, tout ce qu'on a cité, le mieux serait de vous rapprocher le plus rapidement possible d'un centre hospitalier. Ici, vous en avez. Vous avez Luanzili, vous avez Assissé, pour ne citer que les deux. Donc, il faut éviter de céder à la panique parce que très souvent, ce que l'on constate, dès qu'une personne développe ce genre de signes, c'est la panique qui s'installe. On parle déjà de la sorcellerie pour d'autres personnes. Il faut éviter tous ces comportements-là pour évidemment se focaliser sur le chemin de l'hôpital. Alors, je dirais, la panique, elle est naturelle. Je ne sais pas si quelqu'un n'a jamais paniqué de sa vie. C'est normal qu'on stresse devant un des vôtres qui tombe brutalement. Brusquement. Brusquement, on ne sait plus quoi faire. Mais la meilleure des attitudes à prendre, c'est de se rendre le plus tôt possible à l'hôpital. C'est vrai, on n'est pas sur planète, je sais pas, Jupiter ou machin, on est sur Terre, et précisément au Congo. Parfois, les gens ne se rendent pas à l'hôpital, tout simplement parce que la poche n'est pas garnie. Mais dès lors qu'on peut faire au moins le minimum, je vous conseille de vous rendre plus vite à l'hôpital et pas n'importe quel hôpital. Il y a des hôpitaux que moi j'appelle les bizinga. Nous entrons là déjà dans la prise en charge, docteur, au niveau de l'entourage, au niveau de la famille. Est-ce qu'il y a des gestes à faire? Est-ce qu'il y a des premiers soins à apporter à une personne qui évidemment se retrouve dans ce cas d'AVC? Avant d'arriver à l'hôpital, bien sûr. Alors, avant d'arriver à l'hôpital, le tout dépend. Ça dépend de ce que la personne présente. Une personne, par exemple, dont l'AVC se manifeste sous le mode convulsivant, qui fait la crise, mais quel geste à faire? Vous le laissez. Il est là par terre, vous attendez que les crises s'arrêtent, vous le mettez dans un moyen de transport et vous courez vite à l'hôpital. Ah, il faut attendre que la crise se stabilise ou passe. Mais vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui est en train de gesticuler. Comment vous allez le tenir? Mais il arrive parfois qu'on attache, qu'on essaie d'appliquer la force pour contenir la personne. Non. N'allez pas dans ce terrain-là. Vous le laissez, la crise va s'arrêter, il va. On a déjà vu les gens faire l'épilepsie, comme on dit, le njeta. La personne crise, vous attendez un moment, elle va s'arrêter, la crise, et vous prenez la personne, vous la mettez dans un moyen de transport, vous l'emmenez vite à l'hôpital. Je reviens sur la notion de temps, c'est le cerveau. Quand vous emmenez un des vôtres à l'hôpital parce qu'il a présenté des manifestations que vous ne connaissez pas, vous êtes en train de l'aider. Pourquoi? Parce que plus vite il arrive à l'hôpital, les médecins prennent en charge le patient. Là, plus vite aussi, là, nous sommes en train de réduire
de façon peut-être pas considérable, mais au moins la sévérité de l'handicap qui accompagne cet AVC. Donc, plus tôt on prend soin du malade dans un milieu hospitalier par le service habilité, et vite ou bien moins seront les complications fonctionnelles. Docteur, s'agissant, on va revenir sur le personnel soignant, sur la question de la prise en charge, mais j'aimerais voir un peu le processus d'évacuation. Comment doit se faire ce processus? Est-ce qu'il y a des positions habilitées pour transporter la personne qui est en train de développer un AVC? Oui. La meilleure des positions quand quelqu'un fait un accident vasculaire cérébral, encore que là, ils sont à la maison, ils ne savent pas si c'est de l'accident vasculaire cérébral. Mais la meilleure des positions pour quelqu'un qui a chuté à la maison, qui a perdu l'usage de sa main, qui est plus ou moins inconsciente ou consciente, ben, c'est de le mettre en position latérale de sécurité. Donc, il se couche d'un seul côté. Comme ça, si jamais il fait la crise ou encore il veut inhaler, quand je parle de crise comme la crise d'épilepsie, s'il veut inhaler le liquide ne pourra pas aller dans sa trachée, ça va plutôt sortir. Mais quand vous le laissez comme ça, la langue peut basculer en arrière, aller obstruer les voies respiratoires, cette personne va respirer avec difficulté. Et voilà. Et d'un côté, de quel côté? Ça dépend, côté gauche ou côté droit. Ça ne pose aucun problème? Pas de problème, on n'est pas en gynéco. Et au niveau de l'hôpital, parlons du personnel soignant, la prise en charge. Mais s'il y a une chose à dire, allez-y, c'est que nous, en tant que personnel soignant, nous ne devrions pas traîner les pas, peu importe le motif pour lequel le malade se présente devant nous. On ne sait pas ce qui se cache derrière ce qui emmène la personne. Si nous traînons les pas, parfois c'est un problème cardiaque, et qui dit cœur dit il faut aller vite, dit cerveau il faut aller vite. Parfois c'est une hémorragie, par exemple au niveau du fémur, où ça saigne beaucoup. Tu ne vois pas la personne saigner, mais à l'intérieur, ça continue à saigner. Et tu traînes les pas, tu ne fais même pas vous ne mesurez même pas la pression artérielle, vous ne regardez même pas les conjonctives, c'est-à-dire au niveau des yeux, vous ne faites pas une numération d'urgence pour savoir si la personne est en manque de sang. Eh bien, cette personne pourra mourir sans même pourtant qu'il soit vu par le médecin. Donc, ceux qui sont à la queue, en première ligne, ce sont les brancardiers, et après, ça vient les infirmiers, ensuite, c'est les médecins. Si tous nous pouvons, en tout cas, avoir cette notion que toute personne qui vient dans nos urgences a besoin d'être assistée, et dans un bref délai, ça serait une bonne chose. Donc, vous êtes en train de dire qu'un AVC pris en charge à temps peut être passager? Alors, passager, peut-être pas, parce qu'au Congo, je dirais dans les pays du Nord, là-bas, ils ont déjà, en Europe ou comme aux États-Unis, ils ont ce qu'on appelle par la thrombolyse. La thrombolyse, en fait, c'est un traitement spécifique des accidents vasculaires cérébraux ischémiques, c'est-à-dire un thrombus qui bouche. Et en ce moment, il faut agir plus vite. Et dans quel délai? Le délai a été repoussé jusqu'à 4h30 minutes. 4h30 minutes. Oui. Si vous arrivez dans un délai de moins de 4h30 minutes et que votre AVC n'est pas si massif, vous pouvez être bien pris en charge. Et pour parler des conséquences, quelles sont les conséquences des AVC? Combien même on sait que la mort aussi en fait partie? Les conséquences, il y en a plusieurs. Nous avons dit que les accidents vasculaires cérébraux faisaient partie des premières causes de l'handicap acquis. Donc, s'il faut parler que de ça, c'est la première conséquence. Quelqu'un qui était potent, qui pouvait facilement aller vaquer à ses occupations, qui était autonome à toutes les activités de la vie quotidienne, et voilà, se retrouve avec une paralysie de la main gauche ou main droite, eh bien ça, c'est une conséquence. Mais aussi, il y a d'autres conséquences. Quelqu'un qui a fait un AVC dans un territoire, par exemple, de l'artère cérébrale postérieure, c'est-à-dire au niveau de la nuque, eh bien, va avoir soit une perte de la moitié de son champ visuel, donc une amputation visuelle, et cette personne ne pourra pas voir soit du côté gauche ou du côté droit. Donc, cette personne va être interdite de pouvoir conduire l'automobile. D'autres personnes, si à l'instant T n'a pas eu de complications ou d'autres conséquences,
en dehors de ceux que j'ai cités, mais à la longue pourra devenir épileptique. Parce que l'AVC qu'il a eu à faire, ça a laissé une lésion, une plaie dans le cerveau. Et cette zone où il y a eu dans cette zone où il y a eu la plaie, eh bien cette zone peut se comporter comme une zone de décharge. Du genre, ça va faire des courts-circuits. Et ces courts-circuits peuvent se traduire par des convulsions, ça peut se traduire par plusieurs signes, mais qui surviennent de façon brutale et disparaissent brutalement. Et ces séquelles sont souvent à vie, docteur? Oui, malheureusement. Malheureusement. Il y a aussi des troubles de mémoire qui rentrent dans le cas de la démence. Les personnes qui ont été victimes des accidents vasculaires cérébraux, avec le temps, commencent à perdre progressivement leur capacité intellectuelle. Et ce, au bout de 6 mois, quelqu'un qui arrivait à compter, gérer son portefeuille, progressivement, il ne gère plus son portefeuille. Les conséquences sont très graves. Malheureusement. On va prendre la dernière question, docteur, sur la prévention. Peut-on prévenir un AVC? Nous avons parlé des complications, malheureusement, des complications des AVC, malheureusement, qui sont irréversibles. Mais qu'est-ce que nous avons comme arme? Même en Europe, aux États-Unis, là où ils ont la capacité de thromboliser, parfois même les personnes qu'on thrombolise gardent les séquelles. Je pense que l'arme la plus puissante que nous avons à notre possession, c'est la prévention. Et la prévention, il faut la voir en 2, sinon 3 plans. Nous avons la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. Alors, la prévention primaire, c'est-à-dire, c'est prévenir la survenue d'un accident vasculaire cérébral chez quelqu'un qui n'a pas encore fait un accident. Qui n'a pas encore développé un AVC. Effectivement. Alors, cette prévention va aller dans le sens de dépister les facteurs de risque. Ah, il faut passer par un dépistage des facteurs de risque. Donc, il faut mener des actions concrètes. Il faut se faire mesurer la pression artérielle régulièrement. Régulièrement. Pour savoir, parce que si vous avez 14 aujourd'hui, vous dites non, c'est bon. 15 demain, vous dites non, c'est bon, c'est pas l'hypertension artérielle parce que ça fait pas mal. Non, vous êtes déjà hypertendu. Il faut se faire dépister du diabète. Il faut pratiquer du sport. Ah, il faut pratiquer du sport aussi. Peut-être 3 ou 4 fois dans la semaine. Il s'agit là d'un sport, si vous voulez, soutenu pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes. Au moins 3 fois par semaine. Par semaine, c'est noté. Il faut aussi éviter la consommation des aliments riches en mauvais cholestérol. Consommez le poulet, s'il vous plaît, de graisse, enlevez la peau du poulet. Ah, il faut enlever la peau. Elle est riche en cholestérol et le mauvais. Ça, c'était le primaire. Maintenant, la prévention secondaire, c'est quelqu'un qui a déjà fait l'AVC. Celui qui a déjà fait l'AVC, c'est vrai, mais il a développé des facteurs de risque. Donc, on va prévenir ces facteurs de risque. Par exemple, s'il est hypertendu, eh bien, il doit prendre régulièrement ses médicaments contre l'hypertension artérielle. Ce n'est pas parce que les chiffres de la pression artérielle sont en dessous de 140, pendant que vous êtes en train de prendre les médicaments, vous dites « j'arrête ». Non, c'est faux. Pourquoi? Parce que quand vous prenez, c'est vrai, vous êtes sur un état d'équilibre. Quand vous ne prenez pas, la tension monte. Mais donc ça crée une dépendance en fait. Vous devenez dépendant? Non. L'hypertension artérielle, c'est une maladie, entre guillemets, chronique. Donc la prise des médicaments doit être chronique. Malheureusement. Malheureusement, comme vous le dites. Sinon, quand vous ne prenez pas, les chiffres montent. Vous voyez, l'AVC est là, perché là. Quand ça monte, ça va dire bonjour à l'AVC. Vous refaites encore un autre AVC. Alors, en plus de la prise en charge de ces facteurs de risque que nous avons cités, que le patient développe, il faut mettre un traitement préventif en fonction du type d'AVC que vous avez eu à développer. Si c'est un AVC ischémique, eh bien, il s'agit donc de prendre de l'aspirine en fonction aussi de l'étiologie. Si on pense que l'étiologie vient des tuyaux, de l'athérosclérose, eh bien, vous allez donc prendre de l'aspégique. Il s'agit de l'aspégique, s'il vous plaît, pédiatrique. Pédiatrique. Oui. Ah, parce qu'il y a une différence. Il y a une différence. On ne va pas rentrer peut-être dans la prévention tertiaire. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a fait l'AVC, qui a refait l'AVC, et puis voilà, c'est des complications. Donc, il va de récidive en récidive. Récidive en récidive. Sinon, c'est mieux de rester sur primaire et secondaire. Alors, un petit mot à l'endroit de la population, docteur, sur les AVC? Alors,
Un petit mot, l'AVC, c'est une maladie grave. Cette maladie handicape les gens. Cette maladie tue. En tout cas, tue. Pas seulement au Congo, partout dans le monde. Docteur, merci. Merci d'avoir répondu à présent à cette invitation sur le plateau de l'émission Urgence Santé. C'est la fin de notre entretien qui a porté sur les AVC. Nous osons croire que vous avez été éclairé sur la question. Urgence Santé vous fait gagner en santé. Merci et à très bientôt.